Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 8 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous surprendre avec une nouvelle évasion dans chaque épisode. Aujourd'hui les rêveurs, on va parler de respiration. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment certaines méthodes méditatives nous permettent de découvrir un nouveau champ des possibles pour le monde extérieur en explorant notre monde intérieur, le monde subtil et quantique. Et pour nous accompagner et nous guider dans ce voyage, j'ai le privilège et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Steven Géranton, instructeur Soma, musicien, enseignant de danse extatique et co-créateur du programme Iji Soma. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global, et même dans le cadre d'une entrevue ou d'un entretien comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment mon livre manifeste Moving Life, disponible en tout temps en version numérique et version papier sur notre site internet à l'adresse www.blondo-themovinglife.com. Et le second outil, c'est le guide gratuit anti-routine que vous pouvez télécharger en seulement 2 clics sur notre site internet. Je vous invite donc à aller jeter un œil après votre écoute et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à nous les soumettre, car c'est bien grâce à l'énergie de chacun que l'on peut avancer et créer tous ensemble. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant 3 grandes inspirations et commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Alors Steven, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, tu es donc le co-créateur aux côtés de Lisa Salis du programme Iji Soma qui, comme son nom l'indique, fait référence à la technique Soma Breath. On va donc parler ensemble, toi et moi, de respiration, de méditation, d'exploration, de silence. Finalement, je pourrais presque dire qu'on va parler de la vie. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes dès maintenant à nos auditeurs pour qu'ils puissent apprendre à te connaître et comprendre qui se cache derrière le nom. Alors Steven, qui es-tu ? Que vibres-tu ? Grande question, qui je suis ? Je m'appelle Steven, je suis donc instructeur Soma. Soma, c'est une technique de respiration dynamique et de méditation que j'ai apprise en Asie, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis, je suis également musicien et facilitateur d'ecstatic dance, et des danses libres qui se font sans jugement. Dans le mouvement, c'est aussi une forme de méditation que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime pouvoir associer la méditation, la respiration à la musique. Je pratiquais déjà des exercices de respiration séparément, je méditais avec de la musique aussi, et puis quand je suis tombé par hasard, même si le hasard pour moi n'existe pas, quand je suis tombé par hasard sur cette pratique, je l'ai essayé plusieurs fois, et puis j'ai vécu de fortes et de très belles expériences, et c'est là que je me suis dit, ouais, il faut que j'aille là-dedans, et puis il faut aussi surtout que je ramène ça en France, et pour en faire quelque chose, et voilà, c'est à la suite de ça que j'ai rencontré Lisa. Et puis on a commencé à travailler ensemble avec Lisa à travers son académie Iji One. Donc voilà, de belles choses à venir par rapport à la respiration, par rapport à la musique. Voilà un petit peu le programme. C'est intéressant que tu dises ça tout de suite. C'est vrai que tu es musicien aussi. Il y a un vrai travail musical dans le programme Iji Soma. Il y a un vrai travail de composition et surtout, je trouve que même dans la respiration en elle-même, il y a déjà une rythmique musicale en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là ? Ouais, bien en fait... La technique de respiration Soma, ce sont des phases de respiration rythmée, à un rythme plus ou moins rapide. Ça dépend des cycles et ça dépend du temps de la méditation. Dans un cycle, on a 3 phases. Une phase de respiration rythmée, une phase d'apnée poumon vide, une phase d'apnée poumon plein. Et puis, un cycle comme ça, on peut l'enchaîner plusieurs fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, si on fait des grosses séances de Soma qu'on appelle Awakening. Et ces phases de respiration sont assez importantes parce que c'est ici qu'on vient travailler consciemment sur la respiration. Donc, on fait, ça s'apparente à de la cohérence cardiaque. Et ce type de respiration, de pratiques respiratoires ont énormément de bénéfices pour le corps, pour le mental. On peut avoir une réduction du stress, on a un équilibrage qui se fait entre le cerveau gauche, le cerveau droit, développer aussi ses capacités cognitives et son intuition. Donc ça, juste avec la cohérence cardiaque, on peut vraiment faire tous les jours. Oui, tout à fait. Et donc là, on est vraiment dans des considérations et des bienfaits qui n'ont plus rien à prouver. On sait que ça fonctionne, on sait que ça nous apporte énormément de choses, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque. Moi, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est qu'en est-il de Iji Soma et qu'est-ce qui se trame en fait derrière ce programme ? Quel est le souhait ? Quelle est la volonté ?
et dans quel univers ça nous plonge? C'est pas que de la respiration, le programme, je l'ai revu de manière à ce que Soma puisse être un outil pour pouvoir attirer à soi la vie qu'on veut. C'est-à-dire, tout vibre, on vibre tous quand on rentre à un niveau subatomique, quantique, il y a de la vibration. Et cette vibration, on peut la modifier, on peut l'élever en fonction de notre état émotionnel, entre autres. Et puis, on peut également la modifier avec la respiration. Il suffit d'y rajouter également une intention ou une émotion particulière. Puis, dans le moment présent, on va venir vibrer quelque chose. On peut venir vibrer son intention, vibrer sa visualisation. Et donc, on va revenir au programme IG Soma. On se sert de Soma comme outil pour pouvoir manifester à soi la vie entre guillemets rêvée ou la vie qu'on souhaiterait avoir. Pour en être un exemple parmi tant d'autres, ça fonctionne. Et ne serait-ce que Niraj, le créateur de la méthode Soma, il s'est servi de cette technique pour pouvoir visualiser la vision de ses objectifs. Et aujourd'hui, Soma a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Il y a plus de 1000 instructeurs maintenant dans le monde et des milliers de pratiquants Soma. Et les retours sont souvent majoritairement unanimes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce genre de pratiques et de méthodes, surtout dans le monde occidental, où on peut être parfois peut-être un petit peu pas fermé, mais on manque de connaissances ou de conscience sur ce type de pratique ou d'exercice. Aujourd'hui, je reste toujours étonné et surpris. Et je pense que c'est ça qui fait la magie du concept. Cet étonnement, en fait. Cet étonnement, cette magie, et se dire, waouh, putain, ça marche vraiment. Et puis, ça génère dans le moment présent des émotions qui sont belles, qui sont fortes. Si on commence sa journée par ce type d'exercice, et on peut surfer ensuite sur cette dynamique, sur l'état vibratoire qu'on a généré pendant la séance. La journée devient complètement différente. Et les états modifiés de conscience, j'adore ça. Et pour pouvoir en générer, Soma, ça permet de rentrer très rapidement dans des ondes cérébrales qui sont assez basses. Et donc de pouvoir créer, co-créer beaucoup de choses dans la matière. C'est ça qui est intéressant. Alors oui, c'est vraiment intéressant, d'autant que là, on touche vraiment le cœur, j'ai envie de dire l'essentiel de toute la puissance que peut être Soma et l'outil méditatif de manière générale, puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui va pouvoir nous aider à créer notre réalité. Je vais t'amener à revenir sur ce sujet pour qu'on puisse l'approfondir ensemble, mais avant ça, je voudrais juste terminer sur le programme. Comment il se pratique? Quelle est la fréquence? Quelle est la récurrence pour pratiquer Soma? Les méditations, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois par jour? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet pour que les auditeurs puissent se projeter encore un peu plus dans le programme? Alors quand on pratique Soma, je préconise dans le programme IG Soma sur 28 jours de le faire tous les jours, et c'est aussi en fonction des ressentis de chacun. Tu vois, par exemple, ça fait 3 ans que je pratique Soma et je fais pas Soma tout le temps, mais parfois je me mets des challenges, je me dis tiens, je vais faire une semaine de routine Soma où je pose une intention avant. Parfois juste j'ai besoin de décompresser, de me détendre, de me recentrer, et puis de venir travailler sur des visualisations par exemple. Et puis là je vais faire une séance en one shot de 45 minutes, 1 heure, avec un protocole de visualisation, d'intention. Alors oui, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, parce que tu parles justement là de protocole de visualisation. Soma, par définition, en tout cas dans le programme IG Soma, de la façon dont tu l'as fait, on n'est pas dans des méditations guidées au sens propre du terme, c'est-à-dire que tu nous emmènes pas dans un voyage où tu nous proposes des images, où tu nous proposes une immersion. Là, tu nous mets vraiment en place des outils, tu nous guides, tu nous donnes des outils techniques pour rentrer dans l'état modifié de conscience. Ceci dit, comme tu l'as si justement dit, c'est à nous et nous seuls finalement de poser nos intentions et de donner la direction qu'on souhaite en fait à notre méditation. Donc avant de continuer cette discussion déjà très intéressante, ce que je te propose c'est qu'on écoute un extrait donc de la méditation qui s'intitule Gratitude, qui est la méditation du programme IG Soma qui est gratuite, que tout le monde peut faire présentement. Je vais vous mettre le lien dans la description pour accéder directement à cette méditation. On écoute maintenant cet extrait et on reprend notre discussion. Bientôt commencer à respirer en rythme, tu n'as qu'à suivre ma voix et le flow de la musique. Respiration, 2 secondes à l'inspiration et 4 secondes à l'expiration. Allez, on va y aller. Et inspire, expire, 2, 3, 4, inspire et expire, 2, 3, 4, inspire, expire, 2, 3, 4, inspire, expire, 2, 3, 4, inspire.
Voilà donc pour cet extrait de la méditation gratitude qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est gratuite. Il suffit pour ça simplement de suivre le lien que je vais vous mettre dans la description et qui est vraiment une super introduction au programme et qui, je pense, vous donnera envie de souscrire au programme IG Soma. Alors moi, je l'ai fait justement, le programme sur les 28 jours. Ça a été vraiment une très très belle découverte et après m'être tenu vraiment strictement au programme, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu comme toi, je vais pas avoir tendance à faire la méditation tous les jours. Pour la simple et bonne raison qu'en fait ma façon de méditer à moi est finalement à l'opposé de Soma. J'ai plutôt tendance à diminuer mon rythme cardiaque pour aller chercher la sérénité et finalement avec Soma, ce que j'ai compris, c'est qu'en faisant totalement l'inverse, j'accédais à la même chose et de manière encore plus rapide. Finalement, Soma, c'est comme une sorte de facilitateur, il désinhibe totalement. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que ça allège, presque même ça coupe le mental de manière forcée. On va revenir sur l'aspect physique un petit peu plus tard dans l'émission, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'à l'inverse finalement de ce que je vais chercher dans mes méditations, disons plus classiques, c'est-à-dire une recherche vraiment de relaxation, de sérénité, un état de bien-être posé, vraiment léger, quelque chose de presque d'aérien. Je sais que quand je fais un Soma le matin ou que je me lance justement dans une série de plusieurs jours comme toi, donc de me lancer des petits défis, je sais que c'est pour aller chercher une énergie puissante. C'est comme si, de par le fait que la technique en elle-même est déjà profondément active, c'est comme si, par défaut, j'avais la volonté d'aller chercher quelque chose de plus actif, justement, dans cette méditation. Ceci dit, au-delà de ça, que ce soit dans Soma ou dans n'importe quel type de méditation, finalement, ce qu'on recherche, c'est cette sérénité, c'est le calme, et surtout, c'est de plonger dans le vide qui est en nous, dans ce silence. Et il y a une phrase en fait qui m'a marqué dans tout le programme que tu dis et qui rejoint ce que tu disais et ce que j'essaie d'évoquer. Et cette phrase en fait, elle m'a marqué parce qu'en fait, elle est pleine de sens. C'est quand on met en pause la respiration, on met en pause la vie. Elle me touche pour plusieurs raisons parce qu'en fait, la notion de faire une pause, c'est essentiel pour moi quand on est dans l'épanouissement personnel ou quand on recherche de la sérénité dans son quotidien. Et on a du mal à prendre des pauses. Mais là, ce que tu proposes en fait avec Soma, c'est de tout mettre en pause, y compris la respiration. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ce que ça produit est si fort, en fait, que on touche quelque chose de fondamental, qui est donc pour moi le silence, et le silence absolu. C'est-à-dire qu'on va chercher ce vide qui est en nous. Et moi, j'ai la conviction vraiment que ce silence, c'est le reflet de notre vibration, c'est le reflet de ce qu'on est, de ce qu'on peut vibrer. J'aime bien cette idée, en fait, qu'on peut accéder à ce silence si facilement. Ouais, c'est ça. Et c'est juste, ce que tu dis, c'est qu'on a tendance à dire de vouloir chercher à l'extérieur des réponses, des solutions, à des questionnements ou peu importe le sujet. Et en fait, tous les pratiquants de méditation, des personnes qui ont cette habitude-là d'aller faire ce voyage intérieur dans la méditation, et bien là, dans ces phases de pause, de respiration, on rentre vraiment encore plus à l'intérieur de soi. Tu sais, et ça force le mental à se mettre en pause. Alors peut-être pas au début, parce que justement c'est là où il va y avoir ce petit effet de stress ou de panique du cerveau quand on commence Soma et qu'on se dit merde, j'ai pas l'habitude d'être en apnée poumon vide, parce que quand on est poumon vide, c'est vraiment on vide les poumons jusqu'au bout en fait. L'objectif, c'est de pouvoir aller le plus loin possible tout en respectant une certaine zone de confort. Je dis souvent que quand on pratique de plus en plus, c'est de pouvoir dépasser cette zone de confort parce que on se rend vite compte que le mental, il vient au bout de 20 à 25 secondes, même parfois avant, nous tirer la sonnette d'alarme en disant là, il y a un problème, on est en hypoxie. Et en fait, quand on pratique de plus en plus, on se rend compte que cette sonnette d'alarme finit par s'éteindre. Et là, on rentre dans je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on rentre dans un état de méditation tellement profond que moi, ça m'arrive assez souvent où je ne conscientise pas où est-ce que j'en suis dans ma respiration, si j'ai les poumons pleins ou si j'ai les poumons vides, et je conscientise pas non plus le fait que j'ai besoin de respirer. Tu vois, je suis tellement bien et tellement dans un état de conscience modifié dans mon être, je suis ailleurs en fait. Je suis ailleurs et c'est souvent là que vient des visions, ton intuition qui va venir te donner des informations, des images, parfois des mots, des phrases. Et c'est pour ça que cet outil-là, il est hyper intéressant. C'est que quand tu commences ta séance avec une intention claire et précise, soit une question à poser, une vision que tu as envie de projeter sur un avenir que tu aimerais avoir, etc., eh bien, tu vas avoir des informations qui vont venir un peu comme dans les rêves, tu sais. Tu te couches le soir, tu demandes une réponse à un questionnement avec une vraie intention ferme, et puis tu t'endors là-dessus. Puis généralement, il se passe des choses dans les rêves où si tu fais attention à tes rêves, le lendemain, tu peux avoir des réponses. Ça, c'est aussi intéressant. Mais ça fait partie un peu du même principe, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Et pour répondre à ta question, oui, ça m'arrive
assez régulièrement, d'ailleurs avec Soma, d'avoir cet oubli, justement, de plus du tout être justement, on est vraiment dans un état modifié de conscience, on ne sait plus du tout où on est. Et c'est drôle, en fait, c'est que ma technique de méditation à moi, c'est vraiment, je diminue mon rythme cardiaque, je diminue au minimum possible, je respire le moins possible, et justement, au bout d'un moment, à force d'être dans cet état-là, j'arrive à modifier cet état, et du coup, à retrouver aussi la même sensation, c'est-à-dire que je sais que je suis moi-même en apnée naturellement, souvent pendant des périodes de 20-30 secondes, de manière intermittente, et ça me plaisait énormément. Mais pour arriver à cet état-là, ça pouvait me prendre 20, 30, 40 minutes de méditation pour toucher cet état-là vraiment propre, ce qui fait que je faisais des méditations extrêmement longues, que j'adore les méditations extrêmement longues. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, tiens, c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est que tu te mets vraiment dans un état de stress, c'est-à-dire vraiment tu stresses ton corps, tu stresses ton cerveau, tu stresses tout. Et avec cette respiration très rapide, très rythmée, et qu'en fait, au bout d'un moment où tu te vides entièrement, c'est comme si justement tu te vides, et en 10 minutes de respiration active, tu accèdes à ce vide-là. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, et notamment, je pense que c'est même essentiel, puisque c'est dans ce vide-là qu'on trouve, comme tu le disais, les informations essentielles pour nous et pour projeter notre réalité. Et d'y avoir accès comme ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, une technique n'empêche pas l'autre, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de varier les choses. Parce que moi, par exemple, je sais que j'adore la méditation pour la relaxation, pour l'apaisement, pour la sérénité, pour projeter des choses. Mais j'aime aussi la méditation comme un outil exploratoire. J'aime beaucoup me servir de méditation pour explorer, aller chercher des réponses à des vérités ou à des choses qui se sont passées ou à des choses qui se passent en moi, le monde tel qu'il est fait, etc. Et même des choses pour moi-même. En ce moment, j'ai beaucoup de symboles qui me viennent justement, des choses comme ça, tu vois. Mais justement, toi, j'aurais une question que je voudrais te poser par rapport à ça. C'est, toi, quelle est ta relation à ce silence-là, justement, ce vide, pour ne pas le nommer le vide quantique, justement? C'est une bonne question. Au début, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que avant de pratiquer Soma et de découvrir ces techniques, j'utilisais la technique de Wim Hof, la Wim Hof méthode, qui est très similaire à Soma. Et j'ai fait Vipassana. Vipassana, c'est une technique de méditation où on médite dans un centre pendant 10 jours, 10 heures par jour, en silence. Tous les jours, tu rentres dans un état de silence intérieur qui est un peu flippant au début. Parce que, t'as pas l'habitude de faire ça. Et puis, en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu rentres dans ce silence que tu viens connecter à des mémoires, tu viens connecter à des énergies, tu viens connecter peut-être à des choses un petit peu plus subtiles que la matière. Et cette peur et cette angoisse de se retrouver dans ce silence et finalement dans sa propre intériorité se transforme petit à petit avec l'expérience en, comme tu disais tout à l'heure, c'est une exploration. Et on est tellement capable d'avoir absolument, de connecter à tout et à tout le monde par justement l'introspection, le voyage intérieur. Et c'est un truc qu'on a été coupé dans notre société moderne de ce travail de recherche intérieure et puis d'aller se connecter à quelque chose peut-être de divin, on va dire. Et pour moi, que ce soit Soma ou après d'autres techniques respiration que je peux utiliser ou d'autres techniques de méditation, là aujourd'hui c'est toujours un peu comme si tu te mettais devant un film et tu te dis allez maintenant qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Si t'as pas vraiment d'objectif particulier, tu te dis allez je me laisse aller sur les énergies du moment et puis on verra bien le voyage qu'on fera. Et c'est souvent intéressant de se dire de ne pas avoir d'attente. Tu vois, si tu as des attentes sur une pratique, peu importe la pratique, vite être déçu parce que c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce que tu imaginais, c'est pas ce que tu pensais. Et au final, de ne pas avoir d'attente et puis d'accueillir ce qui vient. Et puis du coup, parfois, ce qui ne vient pas, c'est aussi assez intéressant. Ça va vers quelque chose que je trouve intéressant, c'est aussi cette notion-là dans la méditation aujourd'hui qui quand même se vulgarise et se généralise à plein de niveaux, ce qui est une bonne chose. Il y a aussi cette notion de performance derrière et justement de projection, d'absolument mettre des intentions dans la méditation. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Soma, ça va facilement en fait vraiment calmer, mais diluer le mental, c'est-à-dire dans le sens qu'on peut très vite oublier ce à quoi on a mis une intention au début, et en fait ça évite de se focaliser là-dessus. Parce que je pense encore une fois que la méditation, ça doit être quelque chose d'inconditionnel d'une certaine manière, parce que c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi, et c'est un travail respiratoire, donc en fait c'est un travail naturel, c'est un travail de vie. On fait simplement que respirer en conscience. Donc finalement, faire de la méditation, c'est déjà vivre simplement, et d'une certaine manière, vouloir mettre une intention qui est plus que simplement vivre, c'est déjà beaucoup, mais ça n'empêche pas qu'on peut le faire, ça n'empêche pas que c'est riche. Mais en même temps, j'ai quand même la sensation que ça doit rester profondément inconditionnel. En tout cas, c'est ce que je pense. Toi, c'est quoi ton sentiment à ce sujet-là? Ouais, exactement, je suis d'accord. Je m'étais fait cette réflexion quand je suis sorti de ma formation d'instructeur, en me disant qu'on a cette chance, parce que pour moi c'est même plus qu'une chance, c'est vraiment un cadeau de pouvoir contrôler le seul mécanisme du corps, qui est donc la respiration, qui est à la fois autonome, automatique, géré par le système nerveux autonome, et en même temps, si on souhaite, on peut prendre la main dessus.
C'est-à-dire que on peut consciemment respirer de telle ou telle manière et en fonction de l'exercice de respiration qu'on va faire, on va générer des choses dans le corps, des choses au niveau du mental, au niveau du psyché, du mindset. Et le fait de dire qu'on a la possibilité de jouer avec ça, ça veut surtout dire que si on a le contrôle sur sa respiration, on a donc le contrôle sur son système nerveux autonome, sur les rythmes circadiens du corps, sur les rythmes cardiaques, sur la régulation des flux. On a le contrôle sur tout ça uniquement grâce à la respiration. Et je trouve ça fascinant parce que pour moi, la respiration, c'est vraiment un outil à part entière d'exploration, de guérison. Et justement, je parlais de Wim Hof tout à l'heure. Donc Wim Hof, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un professeur de yoga et de méditation. Et il a développé une méthode respiratoire qui s'approche de celle Soma. Il a défié la science, il a défié les scientifiques en leur montrant que grâce à la respiration et à la méditation, il était possible de contrôler son corps, contrôler son système immunitaire, de booster son système immunitaire. Par les temps qui courent, je trouve que c'est pas inintéressant de se rendre compte qu'il est possible de booster son système immunitaire avec la respiration. Je dis pas que ça fait tout, mais c'est un bel outil. Et il a, pour la petite expérience, il s'est fait monitorer de partout, donc dans une clinique. Il s'est fait injecter une bactérie, pas mortelle, mais une bactérie dans le sang qui provoque une poussée de fièvre, pas mal de difficultés au niveau digestif, etc. Donc c'est un truc qui est assez lourd. On n'en meurt pas, mais on peut mettre 3-4 jours à s'en remettre. Et il s'est fait injecter ça en utilisant des exercices de visualisation, de respiration, etc. En contrôlant sa température également. On l'appelle l'homme de glace. C'est lui qui détient plusieurs dizaines de records du monde. Et là, en l'occurrence, dans cette expérience, c'était de pouvoir contrôler son système immunitaire, le système nerveux autonome également, et de manière à ce qu'il puisse faire évacuer cette bactérie, à la transcender, la transmuter, sans que ça puisse infecter son corps. Ça a fonctionné, et puis les scientifiques ont conclu en disant ok, ça fonctionne, mais vous êtes un surhomme. Et voilà, bravo, mais il n'y a que vous. Et lui a dit non, c'est faux, il n'y a pas que moi, je vais vous le prouver. Et quelques années plus tard, je crois que c'est 2-3 ans après, c'est là où il a commencé à créer sa méthode et à former des gens. Il a dit, je vais former 12 volontaires de tout âge. Ils vont venir avec moi pendant une semaine, et puis pendant une semaine, on va faire des exercices de respiration, de méditation, de mouvement. Et on va refaire la même expérience avec la même bactérie. Et sur les 12, tout le monde a réussi à contrôler, à maîtriser tout ça. Donc c'est en ça qu'il a révolutionné le monde scientifique, parce qu'on en parlait avant toi et moi, que maintenant la science, en tout cas à mon point de vue, c'est la nouvelle religion du monde, et à tort d'ailleurs, de catégoriser ça comme ça juste en disant si c'est pas scientifique ou si c'est pas prouvé scientifiquement, ça n'existe pas. Et là, en l'occurrence, il a bouleversé toutes ces croyances, et ces fausses croyances en l'occurrence. C'est super ce qu'il a fait. C'est encore une fois un bel exemple qu'avec la respiration, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ah, tellement. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est vrai que la science, elle est quand même faite de consensus. Et c'est ça qu'on oublie souvent, en fait. C'est que le consensus scientifique, il est quand même ultra présent. Donc ne jamais prendre pour acquis des vérités. Elles peuvent être bousculées à tout moment. Justement, d'un point de vue physique, il y a un truc aussi que je me suis dit au début, quand j'ai commencé à pratiquer Soma, ça a une espèce de fonction, ça a comme créé des effets secondaires. Mais pas des effets secondaires au sens négatif. On est dans un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire, justement cette respiration très très active, et en fait ça produit des choses. Ça produit des choses d'un point de vue purement physique, dans le sens que j'ai eu cette sensation de me remplir physiquement de me remplir de plus en plus, donc d'avoir une espèce d'ouverture comme ça, du corps, ouverture des épaules, ouverture des poumons. Finalement, la respiration, l'air, c'est ce dont on se nourrit le plus. Et on s'en nourrit mal d'une certaine manière, parce qu'on oublie, on le fait ça naturellement. Mais là, de le reconscientiser, c'est comme si on s'offrait une espèce de cadeau, en fait, à chaque fois quand on fait ça. C'est de respirer pleinement, et du coup, on se grandit, on se remplit. Et il y a des espèces d'effets secondaires qui sont justement, qui peuvent être des pleurs, des douleurs, ça peut être plein de choses, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique aujourd'hui, d'un point de vue justement peut-être scientifique ? Alors, d'un point de vue scientifique, il y a plusieurs éléments qui sont aujourd'hui prouvés, et les Russes ont plus qu'un train d'avance sur nous concernant la respiration. Il y a même des centres qui sont dédiés à la respiration et notamment à l'hypoxie intermittente. En termes scientifiques, on va avoir de l'amélioration cognitive, de réduction de l'inflammation, une baisse du cholestérol, de la pression artérielle, amélioration des capacités physiques aussi, parce que les Russes, ils ont compris un truc, c'est que l'hypoxie intermittente permet d'augmenter justement la résistance musculaire, la résistance au manque d'oxygène. C'est pour ça que parfois, c'était des sportifs avant des grands matchs ou des Coupes du Monde vont faire des trainings à 2000 mètres d'altitude avec un taux d'oxygène qui est bas, justement pour habituer le corps à se renforcer,
Là, on est vraiment sur le principe de l'hormèse, ce qui dit qu'un corps se renforce et devient plus fort quand il est sujet à un stress qui ne dépasse pas sa capacité adaptative. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe dans Soma. Et sur le plan, on va dire, de l'expérience, on n'est plus dans le plan scientifique. Sur le plan d'expérience, et de ceux qui ressentent l'énergie ou ceux qui peuvent ressentir certaines choses un petit peu plus subtiles, Soma va générer, en tout cas va provoquer un mouvement, un flux, qui fait que on peut considérer que la respiration, c'est un peu comme une vague, tu vois, une vague qui va venir dans chaque cellule du corps, faire bouger ce qui a bougé. Et parfois, quand on a des nœuds énergétiques ou des blocages énergétiques ou émotionnels, eh bien, la respiration va venir pousser ça. Tu vois, va venir le pousser et du coup faire éclore des émotions refoulées ou inconscientes ou même des mémoires cellulaires, bagages karmiques en fonction des croyances que l'on a, qui vont venir ressortir pendant un exercice de respiration. Il peut y avoir des pleurs, des cris, des rires, ça arrive aussi souvent, des orgasmes aussi, c'est déjà arrivé. Ça génère beaucoup de choses dans le corps. C'est souvent que aussi il y a des perceptions énergétiques. Tu vois, moi je suis pas du tout kinesthésique, enfin je le suis peu, et Soma m'a aidé à pouvoir ressentir ça, ressentir l'énergie. Il y a souvent les gens qui nous disent j'ai senti mon corps vibrer, j'ai senti de la chaleur, des picotements, j'ai senti là où se trouvent certains chakras une ouverture, tu vois, où j'ai senti une pression ou un mouvement ou un vortex. Donc ça permet vraiment d'ouvrir son état de conscience avec les croyances et les filtres que l'on peut avoir. Ça permet d'ouvrir un autre champ des possibles. Comme tu dis, c'est intéressant et c'est souvent, il se passe souvent des choses hein, quand on fait une séance Soma. C'est pas juste on ferme les yeux, on médite et puis on attend que ça se passe, quoi. C'est pour ça que c'est assez dynamique aussi. C'est ça, oui. À partir du moment où on va se laisser aller, je pense que c'est sûr qu'il se passe forcément des choses. Surtout, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une vraie ouverture du cœur qui se fait. Parce que tu parles aussi beaucoup de gratitude par rapport à Soma. Et je trouve qu'on ressent vraiment ça, encore une fois. Comme tu le dis, il y a cette énergie qui part du chakra racine. Donc, on retrouve tout ça quand même. Il y a l'idée de la Kundalini, tout ça, vraiment de cette énergie qui monte. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation aussi que c'est comme si on allège son mental, on va chercher l'énergie à la source, au chakra racine. On la fait remonter, on la fait exploser dans le cœur et on la redistribue avec le chakra coronal. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Moi, par exemple, dans les phases de retenue, de respiration, j'ai vraiment eu ce fourmillement, cette énergie, je la sens monter vraiment, et ce fourmillement qui se produit au niveau de la tête, au niveau du crâne. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, ça brûle, et quand on relâche tout, ensuite, c'est ça, on passe d'un exercice de contrainte, hop, on relâche toute la pression, on relâche toute la respiration, il se passe quelque chose de tendre, on est vraiment... ça fait du bien. Et après, on se remet dans une position de blocage, mais on s'est nourri de toute cette énergie qu'on a on l'a envoyée dans l'univers. Et ensuite, en allant dans le silence, on retrouve cette énergie qu'on a envoyée. Il y a une espèce de boucle ici qui se fait, que je trouvais vraiment très belle. Et justement, alors maintenant qu'on est rendu là, et avant que tu nous parles un petit peu plus de cette énergie justement, et de ce qui se passe à l'intérieur au niveau énergétique, je me dis que ça pourrait être intéressant de partager à nos auditeurs un second extrait de la méditation Gratitude, qui encore une fois est totalement gratuite et sans engagement, un extrait qui permettra d'appréhender ce moment où on est dans la fin de l'exercice de respiration, qu'on va dans un premier temps bloquer la respiration en poumon plein, et ensuite relâcher la respiration pour aller dans un état poumon vide. Inspire. Expire, inspire, et à la prochaine inspiration, tu gonfles tes poumons, allez, remplis tes poumons, gonfle, inspire à fond, inspire, bloque quelques secondes, bloque ta respiration, et expire par la bouche, lentement, profondément, lentement, et tu vides complètement tes poumons. Vide. Et retiens ta respiration. Bloque. Rentre un peu plus profondément dans cet état profond de relaxation, de paix, de sérénité. Alors pour ceux qui ont l'habitude de méditer dans le calme ou qui ont l'habitude de méditer sur des sons de méditation un petit peu plus doux, des sons naturels,
Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus entraînant. Encore une fois, on est dans un acte physique aussi, on est dans un acte spirituel, un acte respiratoire, mais c'est aussi un acte physique. Et dans le cas présent, je trouve que la musique, elle participe vraiment au déploiement de cette énergie que j'ai évoquée juste avant, donc qui est l'énergie de la Kundalini. Est-ce que tu pourrais nous toucher quelques mots justement à ce sujet? Mais en fait, on utilise dans la technique de Soma la pratique de Mula Bandha. On appelle aussi Nishesha Richeka Kumbhaka. C'est la contraction des muscles pelviens. Les muscles pelviens, c'est les muscles que l'on utilise pour se retenir d'aller aux toilettes, par exemple. Il y a 2 objectifs à ça. Le premier, on t'en parlait justement, c'est l'activation de la Kundalini, l'énergie sexuelle, qui se trouve au niveau du chakra racine, du premier chakra, dans le bassin. Dans les textes védiques, elle est imagée par un serpent qui est levé à la base, et puis quand on a des montées d'énergie, une montée de Kundalini, on a ce serpent qui vient passer par tous les chakras, et puis qui s'élève et qui sort par le coronal au-dessus de la tête. Eh bien, cette montée d'énergie, on va venir l'activer à chaque inspiration, donc à chaque contraction, un peu comme une pompe, on active cette énergie. C'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui ressentent ça, qui ressentent cette espèce de feu, tu sais, qu'on peut avoir au niveau du bassin. Et puis quand on est dans les phases d'hypoxie en poumon plein, quand on fait de la visualisation avec, on vient créer aussi quelque chose dans le subtil, donc c'est assez intéressant. Et on a aussi une activation de la glande pinéale. Donc la glande pinéale, c'est considéré aussi comme le troisième œil, qui se trouve au milieu, au centre géographique du cerveau. Et cette glande pinéale, elle est entourée de liquide céphalorachidien. Et quand on contracte les muscles pelviens, on crée une surpression dans tout le liquide au niveau de la colonne vertébrale. Et cette surpression va venir créer une pression sur la glande pinéale. Dans cette glande pinéale, il y a des cristaux. Et bien, ces cristaux, quand ils sont activés par la contraction, eh bien, ils produisent un courant piézoélectrique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des visions. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Déjà de sentir physiquement un point ou une pression au niveau du milieu du front du troisième œil. Et puis un peu qui est en avant, en arrière, comme un vortex qui tourne. Et puis d'avoir des visions qui permettent d'ouvrir son champ de conscience un petit peu plus. Et on l'utilise dans Soma en combinaison avec le reste. Et ça fait un cocktail assez intéressant. Bah, c'est ça que je trouve intéressant, vraiment cette espèce de... On ressent vraiment cette fusion-là. Encore une fois, je connais pas la technique Soma Breath de base telle qu'elle est pratiquée, je ne connais que celle que tu as fait. On sent que c'est empreint de plein de choses. L'absence de respiration, l'absence d'air en soi, quand on met son corps quand on éteint son corps en fait, quand on le met en situation de stress, en situation de manque, il se passe des choses vraiment intéressantes. Et tu parlais justement de ce qui se passe au niveau physique. Et en fait, je voudrais mettre ça en parallèle avec justement les cures et les jeûnes. Qu'en fait, quand on met son corps en absence de nourriture, il y a des moments qui sont difficiles au début, on passe des étapes où le corps est vraiment en détox et ça va provoquer des choses difficiles, mais ensuite, grâce à ça, on atteint justement des niveaux de conscience qui sont vraiment très intéressants. Et finalement, ce que je me dis, c'est que quand ce moment précis dans lequel on a mis en pause la respiration, on n'a plus d'air dans nos poumons, eh bien l'énergie qu'on met justement normalement dans notre travail respiratoire naturel, on peut en faire ce qu'on veut, cette énergie économisée, on peut la redistribuer et la dédier totalement à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire cette exploration du vide. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, je me dis que ce parallèle je le trouvais intéressant parce qu'en fait finalement dès qu'on met notre corps en situation de manque, il se passe certes des choses au niveau physique évidemment, mais il se passe aussi des choses au niveau donc spirituel, au niveau subtil, et puis voilà qui sont de l'ordre de l'intuition, qui sont de l'ordre vraiment de l'énergétique, comme si cette énergie qu'on dédiait finalement à une forme de mécanique, dans le cadre de la respiration, donc l'acte respiratoire, ou dans le cadre du jeûne, l'acte digestif, bah, cette énergie qu'on utilise normalement pour ça, bah, on la réutilise et on peut la dédier à d'autres choses, à savoir peut-être alimenter notre esprit, alimenter notre cœur, écouter notre intuition pour engager des réflexions, voilà, pour œuvrer finalement. Donc là je fais clairement une très très grande hyperbole, mais voilà, est-ce que ces quelques mots, voilà, on trouve de l'écho en toi, est-ce que ça te parle ? Mais ça me parle beaucoup parce que le jeûne, je le pratique depuis des années, enfin le jeûne intermittent surtout. Et puis je fais des jeûnes de temps en temps de 24, 48, 72 heures parce que ça me fait du bien. Et puis surtout, je le fais quand je suis malade. Alors je le suis vraiment très rarement, mais quand je le suis, bah, j'arrête de me nourrir. Un peu comme font les animaux. Ce que je veux dire, comme font les animaux, hein, c'est vraiment la base. Ouais. Comme font les animaux. Et voilà, c'est ça. Il faut juste regarder ce que fait la nature et puis faire pareil. Parce que ça fonctionne. Et parce que justement, on met le corps au repos et puis que quand on est malade, le corps est en lutte, est en combat pour éliminer quelque chose ou combattre une bactérie, un virus ou n'importe. Ça lui demande de l'énergie. Comme tu disais, l'alimentation, la digestion, c'est le plus gros consommateur d'énergie du corps. C'est vrai que de
de mettre son système digestif au repos, parce que je sais pas si je m'étais fait cette réflexion, je m'étais dit, en fait, depuis qu'on est né, enfin en tout cas dans la vie occidentale que j'ai eue, c'était 3 repas par jour minimum, tu vois, sans compter les goûters, sans compter les petits encas, les machins. Donc en fait, il faut se dire que le corps, il est constamment en train de digérer. Il digère, donc il y a une consommation d'énergie qui est phénoménale. Et quand on fait du jeûne intermittent ou des jeûnes de temps en temps, on vient bousculer le corps dans sa régularité. C'est ça, dans son confort dans lequel il a été installé, ouais. C'est ça, exactement. Et un corps qui est dans son confort, entre guillemets, c'est un corps qui est plus susceptible d'être affaibli, de tomber malade, parce qu'il est dans une routine qui est régulière et plus ou moins facile pour lui. Quand tu mets le corps dans une situation de manque ou de stress, eh bien le corps s'adapte, et il s'adapte en se renforçant. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'hormèse. Que ce soit le jeûne, tu vois, tu parlais du jeûne, que ce soit l'exercice de respiration, que ce soit le sport à haute intensité, que ce soit les bains froids. Alors tout ça, hein, toutes ces pratiques, évidemment, il s'agit pas de se jeter dessus en disant allez, je fais un jeûne demain et puis voilà. Le jeûne n'est pas... Non, il faut le préciser, tu as raison. Ouais, il faut le préciser. Le jeûne, les bains froids, tout ça, c'est pas fait pour tout le monde. Même la respiration soma, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des contre-indications. C'est pas tout blanc ou tout noir. Chaque métabolisme est différent, chaque corps est différent. J'en reviens au dire qu'il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut écouter ses sensations, écouter son corps. Il y a pas mal de gens qui me commentent le programme Iji Soma, en me disant est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux sortir de ce que tu proposes. Et je le dis dans le programme, donc je le redis dans les messages, évidemment, il faut sortir de ce que je propose si on sent que c'est pas ok, que c'est inconfortable, que c'est trop douloureux ou que ça génère des choses qui sont un petit peu difficiles. Il y a des gens qui vont faire le programme un petit peu à leur sauce. Moi, je le propose sur 28 jours avec un cadre particulier. Eh bien, il y a des personnes qui vont faire la même méditation pendant 2 semaines, 3 semaines, ou qui vont faire une pause en me disant, bah voilà, là je fais une pause parce que ça a remis beaucoup de choses, j'ai besoin d'intégrer, de digérer, et puis j'y retourne dans 3 semaines. Et c'est hyper important de s'écouter, de pratiquer, peu importe la pratique qu'on fait, de pratiquer en écoutant son corps, en écoutant ses ressentis. Ce sera de toute façon notre meilleur guide. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. De toute façon, tu prêches un convaincu à 100%. C'est tout ce que j'essaye de partager ici aussi. C'est vraiment je pense qu'on est dans un monde et on est dans un temps où il faut s'émanciper des limites qu'on s'impose et des limites que semblent nous imposer les autres. Faut pas que ça devienne des contraintes. Je pense que tout ça est avant tout c'est des leviers de bien-être, c'est des leviers d'épanouissement. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se contraindre. On est là pour s'apporter des choses. Donc à partir du moment où ça devient compliqué, à partir du moment où ça devient contraignant, ne le fais pas. Donc c'est ça qui est important, mais ça c'est évident. Et tu disais justement, et on l'oublie souvent, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant le parallèle avec le jeûne, c'était l'idée que le corps est un vrai vecteur de sens en fait, et on n'écoute pas assez notre corps. Et je dis ça parce que moi le premier, je m'oublie assez régulièrement aussi. C'est souvent quand tu as une douleur que tu te rends compte que tu t'es oublié. Le corps vraiment est un bon indicateur, et c'est ça, c'est toujours, on écoute notre esprit, on écoute aussi beaucoup notre cœur, mais on n'écoute pas forcément beaucoup notre corps ou inversement. Donc c'est ça, c'est toujours essayer de trouver cet équilibre entre corps, cœur, esprit. Et je trouve que c'est ça, d'une certaine manière, à travers Soma, je trouve qu'on retrouve ça en fait. On retrouve cet équilibre, vraiment. Et je trouve que c'est pour ça que c'est une bonne pratique. C'est pour ça que je voulais en parler justement dans mon podcast, qui est donc... Et si on s'évadait dans son corps, dans son cœur et son esprit, je trouve que Soma, c'est une belle pratique pour faire ça, justement. C'est vrai, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je pense que c'était déjà beaucoup d'infos. Moi, je voudrais t'exprimer ma gratitude à toi, à Sika Lisa, d'avoir formulé ensemble ce programme. On n'a pas parlé de plein de choses, on n'a pas parlé de ta partie vraiment, de ta musique, etc. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler pour ce sujet-là. Parce que c'est vrai que la musique dans Soma est aussi extrêmement présente et c'est quelque chose qui, moi, m'anime aussi beaucoup. Justement, c'est ce qui m'a plu dans Soma aussi d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il y aurait de quoi en parler, mais peut-être qu'on fera un autre épisode dessus, je pense, sur la musique dans la méditation, parce que c'est vraiment un sujet à part entière, je trouve. Donc je voulais t'exprimer ma gratitude pour ça. Merci à toi. Te remercier. Et puis merci de ta présence, vraiment, j'ai passé un agréable moment avec toi. C'était partagé. Je vais bien sûr mettre toutes les descriptions pour Iji Soma, vers ton compte, etc. Et maintenant donc, avant de bientôt clôturer cet épisode, j'aurai quelques petites questions à te poser. Et la première, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais dire à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure Iji Soma ? Avant de se lancer dans un programme où c'est bien de pouvoir expérimenter. Tout à fait. Et donc les gens peuvent expérimenter. On a fait une médite de 20 minutes de Soma avec 2 cycles de respiration, qui est vraiment très sympa. Et c'est bien de pouvoir lire avant le petit descriptif et les contre-indications, parce que Soma n'est pas recommandé pour tout le monde. Et puis de se lancer et puis de tester.
Parce que comme j'ai toujours tendance à dire, ne rien croire de ce que l'on raconte, mais de l'expérimenter. Parce que c'est l'expérience qui fait sa propre vérité. Et c'est par l'expérience qu'on peut avoir beaucoup de réponses sur soi et puis sur plein de choses. Donc expérimenter, c'est totalement gratuit. Et puis celles et ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent se diriger sur Edisoma, bien sûr. Non, tu as bien fait de le préciser, d'autant que cette méditation, elle est très très cool. C'est même une de celles que je fais le plus régulièrement, bizarrement. Ouais, moi aussi. Ok, bah, tu vois. J'aime bien. Donc, non, c'est ça. Et puis, tu prêches un convaincu vraiment par rapport à l'expérience. Je pense que l'expérimentation, c'est un des seuls vrais moyens qu'on a aussi de s'émanciper. Exactement. Donc, c'est important d'avoir ça aussi en tête. Oui, je voulais te poser juste quelques petites questions avant de clôturer. J'ai vu que tu développais plein de choses aussi avec ta sœur. Est-ce que tu veux nous toucher juste quelques mots là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, ma sœur est Jennifer, elle est hypnothérapeute, elle est énergéticienne aussi. Et on travaille ensemble tous les deux depuis plus de 3 ans et demi. Donc, on fait des ateliers, on fait des retraites aussi également, où on combine nos techniques, nos méthodes. Elle est sur le côté énergétique et hypnose. Puis moi, je suis sur le côté respiration, musique et mouvement. Et voilà, le combiné de nos pratiques et nos méthodes fait un melting pot qui est très intéressant. Il y a des ateliers qu'on fait ensemble qu'on a appelés les Washing Machine Journey. Ça dure une journée et on passe dans une machine à laver. Ouais. Les ateliers sont assez intenses et c'est intense rapidement. Pas besoin de pratiquer 1000 ans, il suffit de pratiquer 1 heure et puis il se passe déjà beaucoup de choses. Et puis là, on est en train de créer un programme qui s'appelle Renaissance. En fait, on a créé ce programme avec elle par rapport à notre expérience familiale et par rapport à mal de blessures qu'on a eues. Et on va parler des 5 blessures de l'âme. On est en train de créer un programme qui va justement aider les personnes qui le souhaitent avec des techniques d'auto-hypnose, des techniques énergétiques, évidemment des techniques de respiration avec de la musique et qui, je pense, va aider beaucoup de gens. Donc c'est en cours. Voilà. Trop bien. C'est super, d'autant que c'est toujours, je trouve, très intéressant et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, moi, développer, c'est de se servir de sa propre expérience pour développer les choses, vraiment des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a senties, de se servir de tout ça pour... Absolument. C'est vraiment essentiel. Une autre petite question, juste aussi avant de finir. Est-ce que tu as une référence dans ta vie, que ce soit une personne, un livre, peu importe, qui a bousculé peut-être ta vie à un moment donné, une espèce de truc qui a fait un déclic? Oui, Mike Horn, qui est un explorateur, un aventurier. Et en fait, je l'ai découvert à travers son livre Latitude Zéro, où il a fait le tour du monde à pied, en bateau et à vélo, en suivant l'équateur. Et il a traversé les océans, les mers, il a traversé la forêt amazonienne, c'est le seul être humain à l'avoir traversé d'est en ouest, tout seul à pied. Quand j'ai lu ce livre, j'ai été... ça m'a retourné, quoi. Je l'ai lu plusieurs fois et ensuite je me suis intéressé à ce personnage, Mike Horn, à son histoire et je trouve qu'il a une force. Je parle pas de la force physique, il a une force mentale et une capacité à pouvoir contrôler son esprit, contrôler sa manière d'agir et de réagir que je trouve hyper intéressante. Et puis c'est des personnes qui sont hyper inspirantes et qui ont envie de faire bouger les choses aussi, qui ont une belle mentalité et qui vont dans le sens de ce nouveau monde qui est en train de se créer. C'est intéressant, ouais. Très bien, très beau. Bah justement, ce que tu as dit juste avant va introduire la toute dernière question. Tu parlais justement du monde de demain. Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs par rapport à la vie, par rapport à un message du cœur? Voilà, quelque chose qui te vient à l'esprit, là, dans l'instant. Oh, j'aurais plein de choses à dire sur le sujet, mais la première chose qui me vient, c'est de faire confiance. Faire confiance en soi et en la vie, et de faire confiance en son corps, de vibrer le plus possible avec le cœur, tu vois. Et d'essayer de faire taire un petit peu le mental et de faire taire un petit peu ce qui se passe dans la tête, parce qu'aujourd'hui c'est une guerre d'informations qu'on est en train de vivre dans le monde, les vraies, les fausses informations, on sait plus, on est noyé dans un amas d'informations et en fin de compte on revient à ce travail intérieur, de pas aller chercher à l'extérieur des solutions ou de l'aide, mais d'aller chercher à l'intérieur ce qui se passe en nous, parce que quand on fait l'expérience de ce que c'est de se connecter au tout, par la méditation, par des pratiques, peu importe, et qu'on se connecte avec son cœur, voilà, on a la réponse sur quel monde on a envie d'avoir. On a aussi toutes et tous notre responsabilité dans ce qui est en train de se passer, à chacun notre niveau, à chacun notre échelle. Ce qui se passe en très haut lieu, j'ai envie de dire, c'est pas que ça nous concerne pas, mais nous, on changera rien à ça. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre manière de consommer, notre manière de voir les choses, notre manière de respecter les animaux, de respecter l'environnement, de se respecter soi. Et pour pouvoir aimer la vie, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir transmettre ça, faut déjà commencer par s'aimer soi-même. C'est de faire ce travail-là, qui est du coup très personnel et qui peut être très difficile. Mais quand on va dedans, qu'on l'accueille et qu'on le transcende, on devient une autre personne, on devient quelqu'un de plus aligné, tu vois.
avec ce qu'on est venu incarner. Non, mais t'as raison. On devient celle ou celui qu'on vibre en fait naturellement, je pense. Les temps que l'on vit aujourd'hui nous invitent à ça. Ils nous invitent à aller chercher les réponses en nous et surtout, c'est à trouver notre vérité à nous. On est vraiment dans le temps parfait pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Et encore une fois, on est tous vecteurs de nos propres vérités, de nos propres réponses. Et c'est ça qui fait la richesse du monde. Si on s'attendait tous à avoir la même vérité, ce serait bien ennuyeux, Exactement. je pense. Et c'est cette phrase de Gandhi, on peut peut-être finir là-dessus, tu vois, que j'adore, et pour moi qui est vraiment le reflet du changement de ce qui se passe dans notre société depuis plus d'1 an, c'est de pouvoir être le changement qu'on a envie de voir à l'extérieur. Et ça passe par là en fait, parce qu'on est tous à notre niveau, on est tous acteurs de notre vie et puis on génère autour de nous. Mais si on veut du changement, faut que le changement il vienne de nous, tu vois, et pas d'attendre là-haut ou au-dessus une aide ou une main tendue ou peu importe. Non, ça viendra pas de là, ça viendra de nous. Eh ben c'est très bien, je pense qu'on finira là-dessus parce que je n'ai absolument rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Merci Steven d'avoir été présent avec nous, et puis ce sera avec grand plaisir de te retrouver peut-être dans l'avenir à nouveau dans notre émission. Merci beaucoup Romain, c'était un plaisir. À très bientôt Steven. Allez, maintenant il est temps de reprendre contact avec la Terre, d'aller venir t'ancrer. Pour cela tu peux visualiser en train d'enlacer un arbre tendrement. Connecte-toi à lui. Tu peux même visualiser des racines qui partent de tes pieds, qui vont s'enfoncer dans la terre jusqu'à son centre, pour ainsi revenir à toi et te connecter au monde physique, à cette réalité qui est la tienne. Prends contact avec ton environnement, le son de ma voix, avec la musique. Tu peux bouger légèrement la tête, les pieds, les mains. Tu peux ouvrir les yeux, apaiser, régénérer, rempli d'une nouvelle énergie. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 8 de la respiration à l'exploration. Ce fut pour moi un réel plaisir de partager cet instant avec vous et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous pourrez donc retrouver toutes les informations concernant Steven, le programme IG Soma et tout le reste dans la description de cet épisode. Je vous invite maintenant également à vous rendre sur notre site web pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images, que ce soit toutes nos séries vidéo d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pourrez y découvrir. On vous y dévoile aussi plein de choses sur la conversion de notre autobus scolaire, ce projet de vie un peu fou dans lequel nous sommes actuellement. Et vous pourrez aussi découvrir donc le manifeste Moving Life, le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement que je propose, une page dédiée à notre histoire, et pour finir, notre boutique dans laquelle vous retrouverez de très nombreuses illustrations, dont certaines sont d'ailleurs issues du manifeste Moving Life. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il vous suffira pour ça de taper blondo.themovinglife. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous remercier les rêveurs de m'offrir ce temps, et remerciez-vous vous aussi de vous être offert ce temps. Car toute expérience, et ce quel que soit ce qu'on en retire, est bonne à prendre. Alors pour finir, n'oubliez pas, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves? Et si on s'évadait ensemble? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs, pour le prochain épisode. Ciao!